Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Direction. Nous nous sommes installés au cœur du salon Interclimat pour quelques rencontres avec des grands acteurs du génie climatique. Mon invité de ce nouvel épisode est directeur du marketing, de la communication et des filières et membre du comité exécutif de GRDF. Jérôme Chambin, bonjour. Bonjour. La filière gaz a présenté sur le salon Interclimat un espace de solutions. Ça signifie donc que le gaz n'est pas mort ? Oui, bien évidemment, le gaz n'est pas mort. Vous savez, le système énergétique français s'est construit sur la mixité des énergies. Et cette mixité des énergies, ça permet une robustesse de notre système énergétique au niveau de la France. Et cette robustesse, en réalité, on la constate également dans les systèmes énergétiques, dans les maisons. On croit beaucoup aux solutions gazières et elles apportent beaucoup de solutions dans des zones où malheureusement on ne peut pas forcément changer de système. Et donc la chaudière a toujours beaucoup de dynamique. Aujourd'hui, les marchés sont plutôt à la hausse. Et forcément, nous, on voit le retour d'un pragmatisme sur ces solutions. Il faut pouvoir apporter des solutions économiques aux Français. Et la chaudière et le gaz a tout son avenir. Oui, c'est ce qu'on a vu dans les chiffres qu'Uniclimat a présenté lundi. La pompe à chaleur chute de 45%, mais la chaudière grimpe d'une vingtaine de pourcents. Donc ça signifie qu'effectivement, les Français ont encore une petite histoire avec la chaudière. Oui, bien évidemment. Et puis c'est à nous de savoir leur proposer des solutions qui leur permettent d'aller dans la maîtrise de l'énergie. C'est vraiment le sujet numéro 1. Alors bien évidemment, la THPE, alors ce n'est pas un nouveau produit, cette chaudière très haute performance énergétique, mais on voit que sur le marché français, il y a encore beaucoup de place pour le développement de cette THPE. Et puis la PAC hybride, nous on y croit beaucoup. L'hybridation, finalement, la PAC hybride, c'est le meilleur des deux mondes. Une petite PAC électrique avec une chaudière et elles prennent leur rôle au moment où on en a le plus besoin. Et ça, nous, on croit beaucoup à ce mix de solutions adaptées à la maison. La PAC hybride, ça signifie quand même qu'il faudrait peut-être que la réglementation et notamment les aides évoluent un peu parce que jusqu'à présent, le gouvernement n'a jamais souhaité véritablement aider cette PAC hybride. Alors la PAC hybride, elle est aidée comme la PAC. Oui. Donc déjà, c'est une bonne base et il faut bien le rappeler. Mais en la dimensionnant sur une PAC neuve. En la dimensionnant sur une PAC neuve. Mais nous, on pousse effectivement un discours qui est de dire cette PAC hybride, elle apporte également des solutions pour régler les problèmes que l'on peut avoir sur les systèmes énergétiques, notamment ce qu'on appelle la gestion de la pointe, c'est-à-dire en hiver, quand il commence à faire froid. Aujourd'hui, peu de gens le savent, mais les 2/3 de l'énergie sont fournis par le gaz. Et donc, si on remplace tous nos systèmes par des systèmes 100% élec, on n'aura pas aujourd'hui les moyens de produire assez d'électricité, de la transporter au bon endroit, au bon moment. Donc nous, on prône cette solution PAC hybride parce qu'elle permet justement dans ces périodes de pointe de basculer sur la chaudière et du coup de libérer de l'énergie. C'est un peu de l'effacement individualisé et ça pour nous, ça a beaucoup de vertus et on aimerait effectivement que le gouvernement reconnaisse cette vertu en donnant une prime un peu majorée pour la PAC hybride parce qu'elle va permettre d'équilibrer le réseau et donc d'assurer qu'on n'ait pas de problème sur le réseau électrique à terme. On va parler gaz vert. GRDF, GRT Gaz et Terregaz ont présenté une étude il y a quelques semaines qui laisse entrevoir une trajectoire prometteuse. Est-ce que ça veut dire que dans 10-15 ans, le gaz sera majoritairement vert ? On en sera où dans ce verdissement du gaz qui est essentiel pour ce que vous dites ? Parce que si la chaudière reste carbonée, elle a probablement assez peu d'avenir. Alors, 10-15 ans, ça nous mettrait dans les années 40, on va dire, 2040. On estime qu'on sera autour des 50-60% de gaz vert à ce moment-là. Nous, notre objectif, c'est 2050, parce que les perspectives qui sont faites par le gouvernement parlent tout le temps d'une ambition à 2050. Et à 2050, c'est sûr, on peut avoir 100% de gaz vert dans les tuyaux en France. Et ça, on y croit beaucoup. On l'a toujours porté depuis 2018 au sein de GRDF. Les filières des professionnels du gaz se sont mobilisées autour de ce gaz vert. On y croit tous beaucoup. Aujourd'hui, les chiffres sont très dynamiques. C'est une filière récente. Ça n'a que 10 ans. Et 10 ans, dans le monde de l'énergie, c'est très court. Aujourd'hui, ça représente 3-4% de la consommation française. C'est encore trop peu. Mais en 2030,
donc d'ici à 5 ans, on sait qu'on sera déjà à 20%. Donc vous voyez, la courbe est vraiment très très forte. 20% en 2030, 100% en 2050, c'est vraiment nos objectifs. Les projets sont là. L'envie du monde des déchets, du monde agricole, pour pouvoir transformer des déchets organiques en gaz vert est très très forte. Et donc, nous accompagnons tous ces professionnels pour que la production arrive massivement en France. On est sur la bonne voie. Alors, vous avez parlé déchets, agriculture, on va se concentrer un peu. Je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs sachent exactement ce qu'est du gaz vert, donc on va peut-être rentrer un tout petit peu dans les détails. Comment on fait du gaz vert et surtout, quelles sont à vos yeux les pistes les plus prometteuses? C'est-à-dire, on va faire quoi? Massivement de la méthanisation, massivement de la valorisation énergétique de déchets, ou vous allez me répondre comme sur l'énergie, on va faire un peu de tout ça parce qu'on a besoin d'un mix. Alors on fera un peu de tout ça, effectivement, mais bon, la méthanisation est le plus gros support du gaz vert dans l'avenir. Ça représentera 60% du gaz vert demain. La méthanisation, c'est quoi? C'est un processus très simple qui permet en fait de transformer des déchets organiques, des déchets agricoles, en gaz et en digestat. Et en fait, ces deux valorisations sont très intéressantes. Le gaz parce qu'il peut être injecté directement dans nos réseaux, et c'est le fameux gaz vert. Il permet d'éliminer les émissions de CO2 de notre énergie. Et puis, le digestat, il est aussi très important parce que le digestat, c'est de l'engrais naturel. Et donc, les agriculteurs sont très appétents à cette méthanisation, pas pour le gaz, mais pour le digestat parce que ça leur permet d'éviter d'avoir à acheter de l'engrais chimique. Donc en fait, la méthanisation, elle permet de décarboner à la fois l'énergie et l'agriculture. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif et le développement a été très très fort dans les fermes françaises et tant mieux. Et on voit aujourd'hui, on a un pipe de projets, comme on dit, de plus de 1200 projets qui attendent à pouvoir se construire, être accordés à notre réseau. Et c'est pour ça qu'on est très confiant sur la capacité de la méthanisation à se développer. Et après, je vais essayer de ne pas être trop long, mais le gaz vert, ce n'est pas que la méthanisation. Vous l'avez évoqué, on a beaucoup d'autres capacités. On parle de pyrogazéification. La pyrogazéification, c'est une technologie qui est en train de se développer. On en est aux prémices aujourd'hui en France, mais ça existe déjà un peu plus en Angleterre ou encore en Suisse. Et là, c'est effectivement de la transformation de déchets solides en gaz par du chauffage à très haute température qui permet de dégager du CH4, donc du méthane, donc du gaz. Et là encore, on peut parler de gaz vert parce qu'on est sur du recyclage de déchets. Et puis, on a un troisième procédé qui s'appelle la gazéification hydrothermale. Et là aussi, il y a un potentiel intéressant qui viendra un peu plus tard. Mais on travaille aujourd'hui avec l'ensemble de ces filières, des acteurs, sur le développement de ces technologies. Alors, le gaz vert, ça sera principalement de la méthanisation, mais aussi de la pyrogazéification, de la gazéification hydrothermale, et puis de l'hydrogène. Voilà, parce que vous le savez, il y a aussi un plan très ambitieux au niveau de la France et de l'Europe de développement de l'hydrogène. Et ça aussi, c'est quelque chose qui passera dans nos tuyaux. C'est un gaz vert, si on le produit à partir d'énergie verte, mais c'est ce que l'on est en train de développer. Et cet hydrogène, aujourd'hui, on l'imagine plutôt dans la mobilité ou les grosses industries. Lourde, ouais. Pour autant, il y a beaucoup de fabricants ici présents sur le salon qui commencent à réfléchir sur l'intégration d'hydrogène dans les chaudières de façon à pouvoir alimenter des logements. Alors, deux petites questions. Ce gaz vert, donc mélange de méthanisation, des procédés que vous avez expliqués, d'un peu d'hydrogène. Qu'est-ce que ça change d'une part pour les réseaux? C'est-à-dire, est-ce que ça nécessite une modernisation des réseaux parce que ce ne serait pas tout à fait la même composition chimique que le gaz naturel et que du coup il faudrait vous adapter? Et pour les installateurs et pour les particuliers, du coup leurs clients ou les professionnels qui ont des chaudières, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il va falloir se rééquiper, modifier des brûleurs, avoir des chaudières H2 ready pour l'hydrogène ou gaz vert ready pour le reste des procédés? Qu'est-ce que ça implique pour la filière en entier? Alors, en fait, pas grand-chose. Parce que tout ce qui est méthanisation, pyrogazéification, gazéification hydrothermale,
En fait, c'est de la production de méthane. C'est exactement le même gaz. C'est la que même celui- molécule. Exactement la même, du CH4. Avec une petite odeur de végétation si elle vient du méthane. Non, parce qu'en fait, le gaz n'a pas d'odeur. Le gaz n'a pas L'odeur, on la rajoute pour des raisons de sécurité. Donc en réalité, réellement, ça ne changera rien. Il y aura des adaptations sur la façon dont on gère nos réseaux. Nos réseaux, ils ont été construits pour faire venir dans les maisons du gaz qui arrivait de l'étranger. Donc il y a des gros tuyaux de transport, le GRT, et puis après des petits tuyaux de distribution qui sont partout, dans toute la France et dans tous les logements. Et pour l'instant, notre réseau, il ne servait qu'à distribuer. Aujourd'hui, vous voyez, avec le développement de sites locaux de production de méthanisation, notre réseau va servir à collecter. Et ça, c'est une nouveauté qui nécessite quelques adaptations de notre réseau. Mais je vais vous donner 2 ordres de grandeur. On le sait parce que RTE, l'électricien, a fourni les chiffres, que l'adaptation du réseau électrique va coûter 100 milliards d'euros d'ici à 2050. L'adaptation du réseau gazier pour être 100% vert ne coûtera que 10 milliards. Donc vous voyez, on est dans une échelle de 1 à 10. Certes, ça reste quand même beaucoup d'argent, mais très peu par rapport à une adaptation majeure, en fait, qui est de transformer un réseau fossile en réseau vertueux. D'autant que si vous sauvez le réseau gazier en quelque sorte, c'est-à-dire que si vous verdissez le gaz et que du coup on donne un avenir au gaz qui, je reviens à ma première question, n'est pas mort, c'est autant d'usages électriques en moins, donc peut-être autant de tensions en moins sur le réseau électrique. Exactement. Donc c'est 10 milliards qui peuvent potentiellement réduire peut-être un petit peu les 100 que vous annonciez. C'est notre conviction, c'est la conviction de beaucoup d'économistes, beaucoup d'énergéticiens. Voilà, c'est des choses que l'on discute régulièrement avec le gouvernement. Je pense que le gouvernement est en support très fort aujourd'hui du gaz vert et de son développement. Chacun comprend l'importance de cette production parce que, au-delà de verdir le gaz, ce qui est déjà une très très bonne chose, c'est aussi finalement une indépendance énergétique. Oui. Ce gaz, il est produit chez nous, par nos agriculteurs. Et d'un seul coup, ça veut dire que, au-delà des bénéfices que vous avez à mettre du gaz vert, la balance des paiements internationaux pour la France, ça change beaucoup si vous retirez l'achat de gaz à l'international, puisqu'on aurait pu le faire. Donc, ça veut dire que même un jour, peut-être après 2050, on peut passer à plus que 100% et devenir exportateur de gaz vert, parce qu'on est une grande puissance agricole. Alors, nous, on en rêverait, bien évidemment. On n'en est pas tout à fait là. On n'en est pas encore là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la France est aujourd'hui le benchmark mondial du gaz vert. Pourquoi je dis ça ? Parce que au niveau de GRDF, on a toutes les semaines des délégations de distributeurs gaziers du monde entier qui viennent nous voir pour s'intéresser à ce qu'on a réussi à mettre en place sur l'injection du gaz vert. On avait la semaine dernière des Japonais de Tokyo Gas, qui est le plus grand distributeur de gaz au monde en termes de nombre de clients desservis. On avait au début de l'été SoCalGas, c'est le gazier californien. Et en Californie, ils sont aussi, c'est un État qui est très vert, qui a beaucoup poussé l'électrification des usages. Et donc SoCalGas a aussi cette dynamique de transformer son gaz en gaz vert. Et donc ils étaient chez nous et tout le monde nous regarde parce qu'on a une avance sur cette thématique absolument énorme. Et donc ça serait effectivement une très bonne chose pour la France que l'on garde cet avantage, que l'on garde ce temps d'avance pour pouvoir l'exporter et en faire quelque chose qui devienne bénéfique à l'exportation. Le gaz vert en forte croissance, ça veut donc dire une énergie décarbonée avec des paliers que vous nous avez énoncés, 20, 40 et puis vous visez les 100% en 2050. Ça sous-entend que le bannissement du gaz dans la RE 2020, notamment pour les bâtiments neufs, pourrait à terme être mis en cause ou en question à partir du moment où ce gaz n'a plus le même bilan carbone que ce qu'on connaît actuellement ? Oui, on peut l'imaginer. En tous les cas, c'est pour ça qu'on y travaille. La RE 2020, elle a été faite sur la base d'un calcul où le gaz naturel émet 240 grammes de CO2 à l'unité. Le gaz vert, on est à 40 grammes. Donc vous voyez bien qu'on a divisé par 6 les émissions de CO2 en transformant le gaz. Cette division par 6 permettrait aujourd'hui le gaz vert d'être, du moins, pour un consommateur qui prendra un contrat de gaz vert, 50% gaz vert,
ou 60% de gaz vert en fonction de la typologie de son habitat, il pourrait être sous les exigences de la réglementation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Et on ne sait pas quel contrat le maître d'ouvrage va prendre, donc on ne peut pas parier dessus. il n'y a pas de reconnaissance du gaz vert dans le DPE. C'est-à-dire que le client qui voudrait faire l'effort d'acheter du gaz vert un peu plus cher que le gaz fossile, parce qu'il a des convictions, qu'il a envie de décarboner, qu'il a envie d'aller dans le sens qui convient d'aller, je pense. Demain, cet effort que le consommateur fera ne lui sera pas reconnu dans son étiquetage DPE. Donc il ne valorise pas sa maison, il ne valorise pas son système, alors qu'il a fait des efforts. Donc aujourd'hui, c'est un peu le biais que l'on a, et on est en train de travailler avec beaucoup d'acteurs de la filière pour faire entendre au gouvernement que si on veut vraiment pouvoir permettre un développement encore plus fort de ce gaz vert, il faut absolument pouvoir valider la reconnaissance du gaz vert comme un acteur de la décarbonation du bâtiment. Vous dites gaz vert un peu plus cher que le gaz naturel aujourd'hui. C'est une fatalité ou c'est une étape parce qu'on est sur une technologie émergente et qu'avec sa généralisation, les coûts vont baisser? La France a longtemps eu, ce n'est plus le cas, mais la France a longtemps eu une électricité particulièrement pas chère. Est-ce que vous vous projetez dans un avenir où la France aurait un gaz particulièrement pas cher parce que produit localement, agricole, et que finalement qui vous mettrait ou qui nous mettrait à l'abri des variations des cours internationaux? Alors, ça c'est... Le gaz vert, c'est une technologie, aujourd'hui le coût est connu. L'industrialisation du schéma va faire que les prix vont probablement un peu baisser. De là à dire qu'on arrivera un jour au prix des marchés de gaz fossile, la réponse est non. Ça dépend des jours, ça. Oui, bien évidemment. Au lendemain du début de la guerre en Ukraine, le gaz vert était très bon marché par rapport au gaz fossile sur les marchés, c'est certain. Bon, mais la tendance, l'énergie vertueuse, elle est plus chère que l'énergie non vertueuse. C'est vrai dans le gaz, c'est vrai dans l'électricité. On en parle rarement parce que j'ai moi-même fait l'erreur de comparer le prix du gaz vert au prix du gaz naturel, du gaz fossile. Mais en fait, cette énergie verte, il faut la comparer aux autres énergies vertes. Et produire de l'électricité avec des éoliennes offshore, ça coûte excessivement cher, beaucoup plus cher que l'électricité de marché. Mais c'est un choix de société. Il va falloir qu'on trouve les moyens de financer. Voilà. Et donc, le point, je ne pense pas que le prix du gaz vert puisse énormément baisser. Il baissera, bien évidemment, mais pas dans des proportions telles qu'on serait sur les prix de marché de gaz fossile. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le gaz fossile va être de plus en plus taxé. Les fameuses taxes carbone, les ETS, comme on les appelle au niveau de l'Europe, qui vont arriver, qui vont alourdir la facture d'un client qui consommerait du gaz fossile. Donc, il va y avoir des incitations à aller de plus en plus vers du gaz vert. Et pour permettre aux consommateurs de payer une énergie plus chère, plus vertueuse, il faut que nous l'aidions à baisser ses consommations. C'est le mieux consommer, mais moins consommer. Ou plutôt moins consommer en consommant mieux. Voilà. Et c'est vraiment cette démarche qu'on veut promouvoir et qu'on porte avec l'ensemble de la filière des professionnels du gaz. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients à moins consommer. Je vous l'ai dit, la chaudière THPE, elle existe depuis longtemps. On est probablement un des pays en Europe où les parts de marché de cette chaudière THPE à très haute performance énergétique sont les plus basses. Ce n'est pas normal. En Hollande, en Allemagne, on est à plus de 80% du parc qui est aujourd'hui en THPE. On est, nous, je crois, autour de 50%, peut-être un peu plus, mais on est très très loin. THPE versus une chaudière plus ancienne, c'est 30% d'économie. Dernière question, ça met quand même nécessairement à l'abri de la variation du cours, parce que les grands marqueurs de cette crise énergétique qu'on a traversée, c'est évidemment l'envolée des prix. Tout le monde l'a subi, les particuliers un peu moins que les entreprises, mais dans les mondes industriels, ça a été très violent. Mais c'est aussi cette très grande volatilité qui semble s'installer et dont on sait qu'elle risque de ne pas se calmer, notamment sur l'électricité, mais peut-être aussi sur le gaz, où selon, la Russie, on essaye de plus trop en acheter, mais selon la géopolitique du moment, on peut avoir une immense instabilité. Est-ce que le gaz vert apporte, si ce n'est cette promesse d'un prix moins cher, parce qu'on comprend qu'il va quand même avoir un certain coût, est-ce qu'il apporte au moins la perspective d'une stabilité relative, alors ça varie toujours un prix, mais une stabilité plus grande que celle d'un gaz fossile? Alors, c'est effectivement un avantage majeur.
Le coût de production, finalement, il varie peu. Une fois que vous l'avez fixé, vous connaissez sur une longue durée ce que va vous coûter la production de ce gaz vert. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a beaucoup intéressé les industriels. Beaucoup d'industriels sont en train d'aller sur des contrats de long terme avec des producteurs, des agriculteurs. Donc c'est assez drôle de voir ces deux mondes qui se rapprochent. Mais on a beaucoup d'industriels qui, par un nouveau contrat qui s'appelle, alors je suis désolé pour l'anglicisme, le Biomethane Purchase Agreement, BPA, sont en train d'acheter pour des durées de 15 ans des volumes de gaz vert à des agriculteurs, en sachant que sur les 15 ans qui viennent, ils ont un prix garanti de leur énergie. Certes, un peu plus cher que ce qu'ils peuvent trouver sur les marchés aujourd'hui, mais avec cette garantie de la stabilité. Et dans un monde où finalement l'industrie, le prix de l'énergie est absolument majeur et sa stabilité est très importante pour définir le prix de revient finalement de leur production, beaucoup s'y sont intéressés. Aujourd'hui, pour les consommateurs, le client particulier, la fixation du prix est un peu plus complexe. Et puis on a eu souvent, en cas de forte hausse, des systèmes de boucliers proposés par les États. Qui coûtent une fortune. Qui coûtent une fortune à l'État, mais qui permet quand même de protéger fortement mais ils sont les ménages. extrêmement coûteux dans cette période d'austérité budgétaire. Voilà. Ces boucliers sont particulièrement... Donc c'est un avantage aujourd'hui que les industriels ont bien constaté, parce que c'est déjà une réalité dans leur monde un peu plus libéralisé. Sur des particuliers qui sont encore assez protégés, on n'a pas pu constater cet engouement, mais c'est une vraie réalité. L'avantage, c'est que le prix est fixé et sera relativement stable sur les années. Nous surveillerons donc la renaissance du gaz et son verdissement. Jérôme Chambin, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt dans Bonne Direction. C'était Direction, le podcast proposé par Génie Climatique Magazine. Actualité réglementaire, chantier, innovation. Découvrez toute l'info du secteur en vous abonnant dès aujourd'hui sur génieclimatique.fr.